Je suis très heureux de vous accueillir. Vous savez, on dit chez nous que lorsque l'homme a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa culture. Et c'est pour cela que, malgré que la culture ne bénéficie pas toujours de l'appui nécessaire des gouvernements qui sont plus préoccupés par les questions de sécurité, d'école, de nourriture et ceci et cela, les artistes, grâce à leur engagement, tiennent toujours debout. De manière que quand les gouvernements donnent même le minimum de soutien, et ils arrivent à tenir. Ce qui les fait tenir, comme le ministre l'a dit, c'est leur engagement. Parce qu'ils sont là-dedans, parce qu'ils l'aiment. Et pour les autres citoyens qui ne comprennent pas, en réalité, c'est votre travail qui nourrit la conscience nationale. Par celle qui va au-delà des générations, au-delà des individus. Quand vous voyez certaines habitudes, certains caractères, certaines spécificités chez certaines personnes ou certains peuples, ça c'est leur culture. Vous savez, lorsque le 25 septembre 2021, nous avons été amenés à expliquer à la tribune des Nations Unies qu'est-ce qui se passe réellement au Mali. C'est ce jour-là que la fameuse phrase « laisser en plein vol » a été utilisée. En réalité, c'est un euphémisme. C'est pour diplomatiquement ne pas heurter. Mais terre à terre, c'est de la trahison. Vous savez, quand vous êtes dans un avion, vous arrivez en l'air quelque part, et un passager qui considère que c'est lui le maître, il ouvre la fenêtre, il vous fait sortir. Il vous laisse dans une situation sans issue. C'est exactement ce que nous, on a vécu en juin 2021. Parce que dans l'ensemble du monde entier, avec les médias, avec la communication, il était dit, le Mali est en train d'appeler les mercenaires russes de Wagner qui vont venir compliquer la lutte contre le terrorisme. Comme j'ai dit aux représentants de l'ONU ici, c'est ce qu'on appelle chez nous le mensonge qui parle. Il a toujours raison de la vérité qui se tait. Ça, c'est un proverbe. Le mensonge qui parle a raison de la vérité qui se tait. Personne ne connaît pas la vérité. Par contre, le mensonge, on le connaît. Tout ce qui disait partout, c'est qu'au Mali, on a un gouvernement de putschistes qui sont venus avec un premier ministre clivant et qui est en train de conduire le Mali à sa perte. C'était ça le message. Et tout le monde était là-dedans. Même les Maliens ne comprenaient pas, à fortiori au niveau national. Et donc nous avons décidé, sur autorisation du président de la transition, d'aller parler au nom des Maliens et dire pour une fois la vérité, pour que les gens l'entendent. De quoi s'agissait-il? Vous savez que le terrorisme, en 2012, était confiné au nord du Mali. Quand l'opération militaire française, dénommée Serval, intervenait, le terrorisme était confiné au nord du Mali. Et le président français, François Hollande, a dit publiquement que l'objectif de l'opération Serval, 1,
c'est de détruire le terrorisme. L'objectif deuxième, c'est de faire étendre l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. C'était ça le mensonge, mais c'était la vérité dans ce moment. 2013, en 2020, donc 7 ans après, on fait le point. Qu'est-ce qu'on constate? Entre-temps, il y a eu la MINUSMA, il y a eu G5 Sahel, Serval s'est mis en Barkhane, il y a eu Takuba. Ça, c'est les forces militaires extérieures. Les formations, il y a eu EUTM et ECAP, c'était la formation des militaires et des hommes et des forces de l'ordre. Ça, c'est 7 ans après. Mais lorsque les Maliens ont fait le bilan, qu'est-ce qu'on constate? 7 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a envahi 80% du territoire. Le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a envahi les pays d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, le Niger. Ils ont fait des incursions en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Ça veut dire que ce qui a été dit, ce n'est pas vrai. Il y a même dans certains pays africains des chefs d'État qui étaient le centre des négociations entre le Mali et les mouvements rebelles associés aux terroristes. Ce pays est totalement envahi par le terrorisme aujourd'hui. C'est le Burkina Faso. Il n'y avait pas de terrorisme au Niger en ce moment. Aujourd'hui, en 2020, ils ont tous été envahis. Donc le fait de dire qu'on veut détruire le terrorisme, ce n'est pas vrai. La deuxième chose, c'est étendre l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. Il est établi, avec des faits à l'appui, que c'est l'État français, à travers ses dirigeants, et l'armée française, qui ont empêché l'armée malienne de rentrer dans la ville de Kidal en 2013, en créant une enclave à l'intérieur du Mali, dans laquelle enclave, les terroristes ont évolué, les mouvements séparés sont évolués. De 2013 à 2020, l'État malien a été interdit par l'armée française de rentrer à Kidal. Lorsqu'en 2014, le premier ministre malien a forcé pour aller avec des ministres, les préfets, les sous-préfets de la région qui sont venus les rencontrer, ils les ont tous égorgés comme des moutons. Les ministres ont été obligés de se réfugier dans la base de la MINUSMA pour ne pas être tués. Les militaires maliens ont été obligés, certains, de se réfugier dans la base de la MINUSMA pour ne pas être tués. Mais lorsque tout ça s'est terminé, quand le haut commandement militaire a voulu récupérer les armes des Maliens qui étaient à la MINUSMA, le français, le général français là-bas, qui commandait Serval, il leur a dit que c'était un butin de guerre et que seuls les mouvements armés regroupés au sein de la CEMA peuvent autoriser l'État malien à rentrer en possession de ces armes. Les ministres maliens ne peuvent pas aller à Kidal s'ils ne cachent pas le drapeau du Mali. Chaque année, le 6 avril, il y a la célébration de l'indépendance de la fantomatique République de l'Azawad, où les mouvements armés viennent défiler, les mouvements terroristes viennent défiler avec des armes lourdes. Les ambassadeurs des pays occidentaux prennent les avions de la MINUSMA, ils vont les accueillir. Ils leur font le garde-à-vous. Le drapeau malien était interdit. Il y a même eu un Français qui a eu le culot
de souhaiter la bienvenue à la délégation malienne à Kidal. Les ministres pouvaient aller à l'aéroport ici. Ils attendent toute la journée. Si l'administration ne veut pas, il ne peut pas aller à Kidal. Toutes les humiliations qu'on a fait subir aux autorités maliennes. Les soldats mouraient, on les entrait dans les fosses communes. On n'avait rien. On a un pays vaste, 1 200 000 kilomètres carrés. On ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne. On débloque l'argent du budget pour acheter 6 hélicoptères des forces politiques que j'ai appelées les membres de l'oligarchie qui a pris notre pays en otage. Détournent l'argent des 4. Sur les 6, ils achètent 2 hélicoptères d'occasion qui appartiennent à des sociétés minières étrangères au Mali. On les repeint, on les vend à l'État malien au prix du neuf. On les montre à la télévision, les Maliens sont contents, le président rassure que maintenant on va bouter les terroristes juste dans leur dernier retranchement. Ces hélicoptères s'envolent, 2 mois après, c'est gâté. Heureusement d'ailleurs que nous on les a fait réparer. C'est sur le champ de bataille aujourd'hui. Nous sortons l'argent du budget pour acheter 4 avions de combat. 6 avions de combat, disons. Sur les 6, les 4 sont subtilisés. Nous recevons 2 avions. Les 2 avions qui sont venus n'ont pas des options à vision nocturne, ne pas se battre dans certaines conditions. Donc, sont devenus des simples avions de transport. Et donc, finalement, il y a des parties du territoire national sur lesquelles l'armée malienne était interdite d'aller survoler sans l'autorisation de la France. À la fin, les Maliens ont tiré la conclusion que la partition du Mali est programmée par l'État français avec la complicité d'une certaine oligarchie à Bamako, dans laquelle il y avait des politiciens, des militaires, toutes sortes de gens. C'est l'aile qui parle, qui voyage, qui donne des interviews, qui donne l'image du Mali, qui a des comptes bancaires dans les pays occidentaux, qui a des maisons dans les pays occidentaux et dans les pays africains liés à la France. Les soldats mouraient, on les enterrait dans des fosses communes comme des animaux, parce qu'on n'a pas de quoi les transporter. Nous avons payé l'argent d'un avion de transport, simple avion de transport, avec un gouvernement européen. L'avion a été bloqué, l'argent a empoché l'avion bloqué. Parce qu'il y a des pièces là-dedans qui relèvent d'un autre pays qui n'était pas d'accord. C'est ça la situation du Mali en 2020. Désespoir total. Des villages entiers étaient détruits, les femmes, les enfants. Des camps entiers étaient attaqués, des militaires mouraient. On envoie par un 200 militaires quelque part sur les papiers. Dans les faits, il n'y a que 50 qui partent. Sur les 50, il n'y a que peut-être 20 qui ont des armes. Sur les 20, il y a peut-être 10 qui ont des armes chargées. Les terroristes et les mouvements séparatistes ayant des gens dans le système sont informés. Donc un jour, le camp militaire est attaqué. On tue tous les militaires. Ou bien ils fuient. Parce qu'il n'y a peut-être que 10 fusils. Au lieu de 200, ils viennent à 400, ils envahissent tout le monde. On construit une base militaire en Déliman. C'est entre Ansongo et Menaka. C'est financé par la MINUSMA. C'est construit par Barkhane. Mais on oublie, entre guillemets, de faire un forage. Alors vous savez que le premier besoin de l'homme,
partout, à fortiori dans le désert, c'est l'eau. Et donc les militaires maliens sont obligés de sortir, aller se promener de hameau en hameau pour prendre de l'eau, mettre dans les barriques et les transporter. Les terroristes étudient leur itinéraire. Un jour, ils tombent sur eux, au bord d'un puits. Ils les tuent tous. Ils remplissent le camion de bonbons d'explosifs. Ils portent les habits des militaires, ils vont rentrer dans le camp. Ils font exploser. Ils tuent tous les militaires. Ceux qui restent en vie font 7 heures de temps. 7 heures en train de demander un appui. Il y a les hélicoptères de l'aménagement, il y a ceux de Barkhane, il y a tout. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas venus se battre. Ils sont venus pour maintenir la paix. Dans certaines zones, lorsque l'armée apprend qu'il y a des terroristes, on veut survoler pour vérifier. Ils disent non. C'est des zones d'entraînement nocturne des forces étrangères. Les Maliens ont tiré la leçon qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Les forces armées maliennes prennent des terroristes dans les combats. On vient trouver sur eux des équipements militaires, des rations alimentaires, des armes données par des pays que nous connaissons. On les renvoie ici, on téléphone de l'extérieur aux politiciens véreux qui étaient là, membres de l'oligarchie, on libère les terroristes. Quand ils vont sur le terrain, ils font plus de dégâts encore. L'armée malienne a vécu tout ça. Donc à un moment donné, les Maliens ont dit ça suffit. Ce pouvoir-là n'est pas là pour le Mali. Ils ont le label démocratique. On dit c'est un pouvoir démocratique. C'est suffisait. La misère s'étendait, la mort n'en parle même pas, comme je vous dis. Des villes, des camps, des ethnies entières. Ils s'en ont pris à l'ethnie Peul. Les Peul et les Dogons, leurs parents ont vécu ensemble depuis des siècles. Mais ils se sont mis à se canarder. Parce que les Peul, c'est un groupe ethnique qui va du Cameroun au Sénégal. C'est le plus étendu. Donc quand tu touches à un Peul, on va dire à un autre Peul qu'on a tué ton frère parce qu'il est Peul. On va dire à ses enfants qu'on a tué ton père parce qu'il est Peul. Ils se vengent, ils rentrent dans les mouvements de rébellion. Aujourd'hui, il y a des terroristes qu'on a pris. C'est des Peuls qui ne parlent même pas le Peul malien. C'est des Peuls de l'Afrique centrale. Et puis quand on les interroge, ils n'ont aucune conviction. Ils sont venus dans le terrorisme parce qu'on les a manipulés. Certains viennent par cupidité. Je cherche de l'argent, on doit me payer tant par mois. D'autres parce qu'il veut se marier, il n'a pas d'argent pour faire son mariage. D'autres parce qu'on lui a dit qu'on a tué son frère parce qu'il est Peul. On a tué son père parce qu'il est Peul. Ils rentrent dans la rébellion aussi. On les envoie en mission en leur disant qu'à votre retour, vous aurez des milliards. Sachant bien qu'ils vont tuer des gens, mais eux, ils ne vont pas revenir. C'est ce qu'on a trouvé. Donc dans cette situation, nous avons dit qu'il y a un malade qui s'appelle Mali, qui se trouve avec un docteur qui s'appelle Communauté internationale, qui lui prescrit un médicament qui s'appelle Président des forces étrangères, qu'on dit que ça va le soigner dans 2 ans, donc de 2015 à 2017. En 2020, la maladie a gangréné tout le corps. Du pied, ça a pris 80% du corps. Donc le malade, soit il attend la mort, ou bien il se lève, il change le médecin, il change le médicament, ou il change la posologie. En tout cas, il faut qu'il fasse quelque chose. Le malade Mali s'est levé. Il a changé de médecin, il a changé de médicament, il a changé de posologie. C'est en ce moment que nous sommes rentrés en contact avec le gouvernement russe. Parce qu'on s'est dit, eux, au moins, on ne peut pas, les Français ne peuvent pas faire de pression sur eux. Et nous avons acheté des armes, des hélicoptères, des avions, des munitions.
On a commencé à les transporter ici. Puis les médias occidentaux se sont levés. Ah, c'est les mercenaires qui arrivent ici. Le Mali est un pays qui n'est pas démocratique. Ah, les terroristes négocient avec les populations parce qu'ils viennent, ils prennent un village en otage. Vous êtes obligé de signer des accords partiels pour survivre, ou bien ils tuent tous les dirigeants. Donc, nous avons fermé les yeux sur certaines pratiques pour gagner du temps. Ils ont dit non, le gouvernement est complice. Donc, la France va quitter. Ce n'est pas nous qui les avons chassés. C'est eux qui ont dit qu'ils vont partir. Parce qu'ils étaient sûrs que dès qu'ils disent ça, on va courir pour venir. Vraiment, il faut rester à cause de Dieu, il ne faut pas bouger. Ensuite, ils ont voulu nommer chez nous un président de l'Assemblée nationale, un premier ministre. Le président français téléphone à notre président pour lui indiquer qui ils veulent comme président, premier ministre et président de l'Assemblée. Et celui qui est nommé premier ministre, ça c'était moi. On ne veut pas de cela. Il manipule les chefs d'État de la CEDEAO qui se lèvent tous pour faire pression sur notre président. Trouvez-nous un autre premier ministre, on ne veut pas de cela. Ils ne me connaissent même pas. N'ayant pas eu gain de cause, la France dit nous on se retire. Nous leur avons montré la porte. C'est comme ça que j'ai été parlé aux Nations Unies. Donc laisser en plein vol là, c'était de la trahison. Quand je suis revenu, j'ai passé par Paris pour voir la communauté malienne. L'adjoint du ministre français des Affaires étrangères était venu me voir pour me dire qu'on perd notre temps, qu'on a raconté du mensonge sur la France à New York, que d'ailleurs ils ont vu les Russes en août et que nous n'aurons rien, et qu'il faut qu'on se méfie. Quand il a fini, je l'ai écouté poliment. Voici ce que je lui ai dit. J'ai dit, monsieur, Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous avez l'esprit colonialiste. Dans la classe politique française, vous avez l'esprit colonialiste. Le colonialisme est fini. L'homme, l'humanité est née en Afrique. Il a eu son berceau en Afrique. Nous allons faire le tombeau du colonialisme en Afrique. 2. Vous vous trompez des peuples. Notre peuple, j'ai dit, allez-y, regardez vos livres d'histoire. Il y a des pays que vos ancêtres ont colonisés en 6 mois, en quelques semaines. Chez nous, le territoire actuel du Mali, pour l'occuper, vos ancêtres ont fait 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 au 20 juin 1916, il a fallu 38 ans de guerre pour soumettre nos ancêtres par la force. Quand ils les ont soumis, ils n'ont jamais accepté la suggestion. Tous les ans, il y avait des révoltes. Quand ce n'est pas les Dogons, c'est les Peuls, c'est les Tamasheks, c'est les Sonraïs, c'est les Sarakolés, c'est les Bamanas, c'est des Sinoufos, c'est des Malinqués. Pendant 70 ans, vos ancêtres n'ont jamais eu la perche. Parce qu'on a un peuple réfractaire à la suggestion. Il dit donc, vous vous trompez d'époque. Et vous vous trompez de peuple. L'époque du colonialisme est terminée. Le peuple malien ne sera pas soumis. On a tout compris. Il dit la dernière chose, ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de ce que vous pensez. Ce n'est pas comme ce que vous avez l'habitude de voir ici. Ils viennent ici, vous les encensez démocrates, vous les tapez à l'épaule, mon ami, vous les logez dans des hôtels de 6 000, 10 000 euros. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas loger dans un hôtel de 10 000 euros. Vous êtes sur des fonds publics. Il y a des maisons de 120 euros, 150, 200 euros ici. Les montants de 6 000, 10 000 euros, là, c'est pour les stars de cinéma, de sport, des gens très riches. Mais chez nous, nos gens, vous les logez dans ça. Ils prennent la tasse de café à 5 euros. Et vous moquez d'eux au retour du Mali. On dit c'est un pays pauvre qu'on aide. Il dit c'est pas ces dirigeants-là ici. Notre président Assimi Goïta, là, il n'a pas besoin de ça. Il quitte Kati, il est dans son bureau à Koulouba.
et on n'a pas besoin de vos visas. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ça. Il me dit, mais monsieur Maïga, vous avez fini? J'ai dit, mais j'ai fini. Il a pris ses bagages, il est parti avec ses conseillers. Et je suis rentré, j'ai expliqué aux Maliens. Nous n'avons agressé personne. Tout ce que nous avons demandé, qu'on nous laisse en paix. Je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a un calcul stratégique d'une certaine classe politique. En fait, ils veulent recoloniser l'Afrique. Pendant que l'Union européenne s'unit, pendant que les grands ensembles se créent, chez nous, ils provoquent des guerres ethniques pour avoir des principautés qu'on va commander comme on veut. Au nord, la population n'est pas nombreuse, toutes les richesses sont là-bas. Pendant 10 ans, on a exploité de l'or en grande quantité à Kida. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'école. Mais il y a une élite qui est très riche, qui voyage, qui a des passeports diplomatiques, qui a ses enfants dans les grandes écoles à l'extérieur. Ils vont à Kidal, ils reviennent, ils sont en avion. Peut-être 20, 30, 40, 100. Le reste vit dans la misère. L'or, il y a un pays qui ne produit pas d'or. Mais il y a les 4e réserves mondiales en or. Quand notre armée a pris Kidal, on a trouvé là-bas qu'il y a des milliers d'Africains qui travaillent dans des mines d'or. Quand l'or est exploité, les 80 à 90%, ça va à l'extérieur. Vous savez où ça va? Les 10% viennent ici pour engraisser l'oligarchie qui tient notre pays en otage. Et on dit c'est la démocratie, ils ont été démocratiquement élus. On a trouvé la même situation à Gao, à la mine de Taka. Il y a des gens qui recevaient près de 100 millions de francs CFA par mois. Il n'y a rien à Gao. Tous les opérateurs économiques, il y a des assassinats ciblés pour les éliminer. Les grandes familles, les narcotrafiquants viennent, votre maison coûte 20, 30 millions, on vous donne 50 millions. Vous vendez. Donc dans ce schéma, dans 20, 30 ans, qu'est-ce qui allait arriver? Tous ceux qui comprennent l'histoire comme nous là, on va disparaître. Tous les grands hommes d'affaires vont disparaître. Toutes les grandes familles vont être à la périphérie de Gao et Tombouctou. C'est les voyous, les traîtres, les narcotrafiquants, c'est eux qui vont prendre notre pays en otage. Quand il y a les élections, ils vont prendre l'argent, ils vont acheter les pauvres qui sont à la périphérie. Donc ils vont siéger dans les institutions à Bamako. On va organiser la partition, c'est ce que j'ai appelé la partition programmée du Mali. C'était ce qui était sur les chantiers. Donc c'est tout ça là qu'on a dévoilé. Et on a les preuves. Moi-même, j'ai édité une petite brochure en 2019 qui s'appelle La faillite de l'État malien. Les responsabilités, les pistes de solution. Là-dedans, c'est démontré que tous les leaders politiques français, gauche, droite, Sénat, Assemblée, ils ont tenu des propos en sciences de travail. Comment organiser la partition du Mali? Le reste, il fallait recruter des agents seulement au Mali, des traîtres qui travaillent pour eux. Donc pour que vous compreniez d'où vient cette histoire de laisser en plein vol. Donc on est venu, on est allé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été manipulés, les chefs d'État de la CEDEAO. Ils ont pris contre nous un embargo financier, économique, tout. Mais le peuple malien a dit non. Le 14 janvier 2020, 4 millions de Maliens sont sortis dans la rue, à l'intérieur et à l'extérieur, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces sanctions. Violer toute la réglementation internationale. La loi internationale interdit des embargos contre un pays sans littoral, comme le Mali. Ça, c'est des résolutions des Nations Unies. La BCEAO, l'article 4 de ces statuts interdit l'immixtion d'un gouvernement étranger dans les finances d'un autre.
Donc ils violent toute la réglementation internationale en disant que c'est pour amener la démocratie. Moi j'ai dit à des ambassadeurs qui sont venus ici, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. J'ai dit les Français pour lesquels vous travaillez là, les deux hommes les plus célèbres dans l'histoire de la France, Napoléon et De Gaulle, personne ne les a élus. Toutes ces grandes nations que vous voyez, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, ceux qui ont construit ces pays-là, ils n'ont pas été élus. La démocratie, c'est un peuple qui est sécurisé, un peuple qui mange, un peuple qui est sain d'esprit et de corps. C'est lui qui fait le discernement pour aller voter pour quelqu'un. Quand vous prenez les corrompus qui affament notre peuple, ils vont pendant les élections chez moi. On trouve ma grand-mère qui meurt de faim, on lui donne 1 kilo de riz. Mais il vote pour le kilo de riz. Il n'a rien à faire avec les convictions de celui qui lui donne l'argent. Celui qui donne l'argent, là, c'est le même qui a détourné l'argent. Une partie est déposée dans les banques en Occident. Une partie est dans ses maisons dans la sous-région. Et l'autre, il donne. Il vole 1 milliard. Il donne 1 milliard pendant les élections. Il est élu. Donc les institutions sont là. Des institutions bidons au nom du peuple. Voici la situation dans laquelle le Mali était. Et le peuple malien a accepté. On a tenu. Et le gouvernement russe, je l'ai dit depuis les Français, je leur ai dit, vous êtes allés parler avec les Russes en août. Moi, j'ai parlé avec le ministre russe des Affaires étrangères en septembre. Il m'a dit que tous les engagements de leur gouvernement, ils vont les respecter. Donc, on a pris des hélicoptères de combat, des avions de chasse, on a acheté en quantité. Et on a commencé à frapper les terroristes. On a détruit toutes leurs bases. Il n'y a plus d'attaque de camp. En ce moment, nous avons dit, il faut nous laisser en paix. On a chassé Takuba. On a chassé Barkhane. On a chassé G5 Sahel. Après, on a trouvé leur grand-mère, la MINUSMA. On les a renvoyés aussi. On s'est rendu compte qu'ils collaboraient avec les terroristes. Le jour où on devait se rencontrer, on a fixé des normes. Retrait ordonné, sécurisé par l'armée malienne. Le jour où ils devaient quitter, on vient à 8 h, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 h. Et vous êtes venus sécuriser les Maliens. Ils disent que c'est pour des questions de sécurité. On s'est rendu compte que la nuit, ils ont transféré toutes les armes lourdes aux terroristes. Nous avons tout détruit. Et on leur a dit de quitter notre pays. Tout le problème du Mali, c'est ça. Après le Burkina Faso, il n'y avait même pas de terrorisme, mais qui a envahi après, est venu s'ajouter à nous. Après, le cas du Niger est venu. Le Niger, il croit que c'est le maillon faible. Ils ont manipulé des chefs d'État pour dire qu'il y a une force d'attente de la CEDEAO. Une force qui attend, qui a été créée en avril 2012, mais qui continue à attendre. Qu'ils vont la lever contre le Niger. Donc, ils se sont coalisés pour qu'on leur donne des armes et venir agresser le Niger. Nous avons été très clairs. Nous avons dit aux chefs d'État africains qui se laissent utiliser comme des marionnettes. Là. Tout pays qui va attaquer le gouvernement nigérien, à un cheveu du Niger, là, on va lui raser la tête. Donc, ils ont compris que c'est sérieux. Après, ils ont concocté un autre schéma, un jour trompé par surprise sur le Niger. Nous avons su ça à temps. On s'est retrouvés, nos 3 pays, on est sortis de la CEDEAO. Et nous avons mis en garde. Celui qui veut faire la guerre par procuration, là, nous savons nous défendre. Et ils ne sont même pas habitués à la guerre, ils sont habitués seulement à être manipulés. Donc la force là est en train d'attendre encore. Je ne sais pas pour combien de temps. C'est comme ça qu'on a créé l'AES. Il n'y a rien d'autre. Et nous leur avons dit, laissez-nous en paix. Vraiment, on ne se mêle des affaires intérieures de personne. Donc c'est dans ces circonstances-là que certains ont cru que c'est en retirant des affaires culturelles, des appuis ici et là, comme le cas de la photo, qui vont nous mettre à genoux. Mais ils n'ont rien compris. Je leur ai dit que nous sommes un peu des guerriers. Personne ne va nous soumettre. Nous allons plier, mais on ne va jamais rompre. On est à là aujourd'hui.
Sinon, nous, un gouvernement responsable, les nombres de Maliens qu'on a en France, en dehors de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais dans un pays autant. Ils travaillent, ils soutiennent leur famille ici. Ce qu'ils apportent à l'économie malienne, c'est plus que cette fameuse aide au développement. Est-ce qu'un gouvernement responsable va se mettre contre le pays de ces gens-là? C'est des binationaux, ils sont en France, ils sont intégrés, ils travaillent. J'ai dit au gouvernement français, mais ils n'ont qu'à écouter ces Maliens. Parce qu'ils n'ont personne avec eux, là. À part quelques personnes qu'ils ont corrompues, ou bien en tout cas, qui sont d'accord avec eux parce qu'ils ne comprennent pas la situation générale. Voici là où on est. Donc le fait de couper des aides ici et là, ça ne va pas nous faire changer les choses. C'est eux qui vont faire parce que sur le plan géopolitique, géostratégique, la France a tout perdu. On les a renvoyés du Mali, mais ils sont partis. On les a bousculés dehors. Ils ont été renvoyés du Burkina Faso, renvoyés du Niger. C'est après qu'ils ont dit, ah, il faut qu'on fasse attention. Hein. Quand il y a eu le coup d'État dans un pays d'Afrique centrale, le chargé des affaires étrangères, le commissaire aux affaires étrangères de l'Union européenne, il s'appelle Joseph Borrell. Il réunit les ministres des Affaires étrangères et de la défense de l'Union européenne en Espagne, à Toledo. Ah, il leur dit, vous savez, nous on a des intérêts en Afrique. Hein. Les Africains, là, il faut qu'on cherche à les comprendre. Il dit, ah bon? Toi, tu te réveilles à midi. Nous, on est sur pied depuis 6 heures. Et tu viens nous parler maintenant. Quelle heure il fait? Donc, les coups d'État, ce n'est pas leur problème. Il y a les bons et les mauvais coups d'État. Parce qu'ils ont demandé de faire ce qu'ils veulent au Mali, on a refusé. Donc on est mauvais. Dans les autres pays, ils ont eu peur qu'on les chasse de partout. Ils ont gardé profil bas, ils sont d'accord avec tout le monde. C'est ça la réalité. Moi, j'ai suivi un débat au Sénat français. Il y a un officier responsable militaire qui vient, qui dit, vous savez, au Niger, au Mali, au Burkina, il y a ces situations parce que leurs militaires ne viennent pas en stage chez nous depuis des années. Si en Sénat, ils ont donné 40 bourses. 10 bourses à 3 pays d'Afrique de l'Ouest et une bourse à un pays d'Afrique centrale. Donc pour eux, il faut avoir des militaires à manipuler. Ils envoient des bases militaires pour intimider ces peuples. Soit disant c'est pour soutenir les gouvernements. Mais en réalité, ces bases militaires-là, c'est pour intimider les peuples. Pour dire aux opposants, si vous révoltez à l'armée française qui est là. Dire aux dirigeants, si vous ne faites pas ce qu'on veut là, on va vous lâcher, on vous fait ce qu'on a fait aux Maliens. Pour dire au peuple, ah, l'armée française est là, si vous manifestez, ils vont tirer sur vous. Donc tout le monde se tient carreau. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas compris. La roue de l'histoire est en train de tourner. J'ai dit aux Français, changez de logiciel. Le monde a changé. Vous avez vu les Européens, ils ont dit qu'ils vont détruire la Russie. C'est leur économie qui est détruite. La Russie est devenue plus forte. Mais pourquoi les hommes ne tirent pas les leçons? Napoléon a perdu parce qu'il y avait la force, il croyait qu'il pouvait dominer le monde. Hitler a perdu. Mais il faut tirer les leçons. La force là ne règle rien. On peut avoir la force pendant un moment, mais sur la durée là, c'est que vous êtes en train de faire la culture. Il n'y a que ça qui vaille. Et toutes les cultures s'aiment. Toutes les cultures sont amies. C'est des hommes politiques incompétents, non visionnaires, qui viennent combler leurs insuffisances par des combinaisons avec des hommes politiques véreux en Afrique. Mais c'est l'heure du réveil des peuples. Personne n'acceptera plus la soumission. Ce que j'ai dit aux Français là, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Les peuples européens là sont amis, tous les peuples sont amis. Je vous assure que c'est quelques dirigeants qui sont de passage,
qui ont leur agenda, ils nous mettent en guerre, on se tue pour rien. On parle de la langue française. Vos photos, il y a beaucoup qui ont appris dans les écoles françaises, dans les pays amis, la photographie. Donc on est ensemble. Moi, je voulais vous saluer. Je vous ai fait un long développement parce que je sais que vous êtes des hommes de culture. Les affaires politiques, là, vraiment, ce n'est pas votre affaire. Donc, je tenais à vous expliquer le mot qui vous tient votre attention, là, d'où ça vient et pourquoi. Mais notre avenir, c'est dans les mains des hommes de culture. Nous, là, on est des passagers. À Primaté, il y avait des gens avant moi. D'autres viendront avant moi. Mais les photos que vous allez faire, là, elles vont rester pour l'éternité. Les futures générations vont regarder ces photos-là. À quoi ressemblait le Mali dans les années 2000, dans les années 90? C'est ça qui reste. Donc c'est pour vous dire que personnellement, j'ai une très haute appréciation du travail que font les hommes de culture. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est passager. Tout ce qui est éternel, c'est nos peuples et ce que les hommes de culture font. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Et tout ce que nous pouvons, le gouvernement malien, on va le faire. Ce qu'on ne peut pas, dites-nous vous qu'on est dans une situation difficile. Tout le monde s'est coalisé contre nous actuellement. Même là où on finance l'économie, ces pays ont intervenu pour que tout dossier malien qui vient, on le bloque. Quelle que soit sa qualité. Pour faire rompre les responsables. Moi, je leur ai dit que nous, on est des passagers. Mais les peuples, là, pendant qu'on est là, on va faire ce qu'on pense être bien pour le peuple. Si après le peuple veut d'autres dirigeants, halas. Même mon habillement, là, c'est les hommes de culture. Sinon, quand j'étais devenu Premier ministre, si vous voyez mes accoutrements les premières semaines, c'était des vestes-cravates, des bazins. Et puis un jour, je partais à Sikasso. J'ai dit à mes collaborateurs, mais écoutez, est-ce que vous me voyez dans un champ de coton ou dans un champ d'igname, en veste-cravate et en bazin brodé? Donnez-moi des habits traditionnels. Donc ils m'en ont donné un. Moi, je l'ai porté. Et bon, ça me semblait un peu bizarre. Je descends là-bas. J'ai fait ma visite. Je reviens. Et puis lundi, le monsieur le ministre de la Culture vient me voir. Il me dit, ah, il est bien Oulio. D'après, vous avez soulevé le monde. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ceux qui font les accoutrements traditionnels là, ils disent que tous leurs magasins sont vides. Les gens ont tout acheté. Donc tu es devenu leur premier agent commercial, mannequin. Ils sont venus en délégation ici pour me remercier. Moi aussi, je leur ai dit ce jour-là, tant que je suis Premier ministre là, je ne porterai plus de veste, cravate ni de bazin. Je vais dans les habits traditionnels. Jusqu'à ce que je ne sois plus ministre. Et depuis ce jour, je n'ai pas porté un autre habit. Donc c'est ça, mes habits colorés là, un peu bizarres. Même quand je vais à l'extérieur, c'est dans ça que je suis. Pour que vous compreniez, ce n'est pas chercher à ressembler à quelqu'un. Certains disent qu'ils voulaient ressembler à des présidents. Ce n'est pas ça. C'est pour faire honneur aux hommes de culture. Parce que je sais que nous, on va partir. Mais eux, là, même quand ils vont, leurs œuvres vont rester haut. Donc c'est pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. Moi, je suis très, très sensible au travail des hommes de culture. Les cinéastes, les photographes, les chanteurs. Moi, j'ai été à l'extérieur dans un pays asiatique. Quand j'ai parlé du Mali, il me dit, mais le Mali, là, il se trouve où? J'ai donné le nom d'un chanteur malien. Il me dit, ah, c'est son pays. Ah, on connaît ça. Ça veut dire qu'ils sont plus connus que les présidents et les ministres. C'est les premiers ambassadeurs de notre pays là. C'est vous et vos semblables. Ceux qui sont nommés par décret là, ça c'est pendant un certain temps. Mais ce qui est éternel, c'est ça que les peuples, jusqu'au petit peuple sait. Ça c'est les hommes de culture. Donc vraiment merci beaucoup et nous serons là pour vous appuyer et faire ce que nous pouvons. Merci bien, la séance est levée.